Bonjour Régis de Castelnau, bonjour Alexandre Langlois. Bonjour Bonjour Roxane. Roxane. En Ah, cœur j'ai également. j'ai tiré le premier. J'ai tiré le premier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, hein, même en l'absence de Clémence. Alors aujourd'hui, on va commencer par parler par le député LFI, pris la main dans le sac, Andy Kerbrat, député LFI Loire-Atlantique, a été interpellé jeudi dernier, 17 octobre, sur le quai du métro Lamarck-Caulaincourt à Paris. Il était en train d'acheter de la 3-MMC auprès d'un dealer mineur. Le député de 34 ans mis en examen a annoncé débuter un protocole de soins et a présenté ses excuses dans un communiqué. Il a été auditionné vendredi. De nombreuses personnalités de gauche apportent leur soutien. Mais voilà, on a retrouvé également une vidéo du 9 novembre 2023 qui c'était sur Télé Nantes. Je vous mets le sonore et puis je vous laisserai la vidéo et puis je vous laisserai réagir. Est-ce que ça veut dire que la France insoumise décide publiquement, ouvertement, de ne pas s'emparer de ces thématiques-là, de cette thématique de la sécurité ? Je pense que vous ne connaissez pas mes positionnements et les sujets que j'ai pu porter sur la deuxième circonscription, sur par exemple les plaques tournantes qu'ils peuvent avoir sur les quartiers Malakoff ou Bautière, qui sont les zones de ma circonscription. Sur le fait que, comme peuvent le dire certains habitants, ils ont peur pour leurs enfants pour deux raisons. Soit de tomber sur la BAC qui a des comportements racistes, soit de tomber sur un règlement de compte entre dealers qui peut menacer d'un coup de balle leur enfant. Donc moi, en fait, je me positionne toujours, comme je peux le faire au niveau des peuples à l'international, au niveau des populations, au niveau des habitantes et habitants de la ville de Nantes. Et je comprends. Et en réalité, je vais vous dire, je soutiens cette initiative des habitants de Bellevue, car je trouve qu'elle est essentielle, elle est salutaire. Elle sort de la vision purement sécuritaire. J'entends que les moyens de police sont essentiels. Mais je le rappelle, la lutte contre la drogue, avant tout, avant de mettre des bleus dans la rue, c'est la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux et des trafics humains. Donc la lutte contre la drogue qui est sa priorité. Dans son communiqué, entre autres, il a indiqué « Je vais suivre un protocole de soins qui me permettra de reprendre mon activité parlementaire ». Est-ce qu'il doit démissionner ? Peut-il rester crédible ? Régis de Castelnau d'abord. Andy, dis-moi oui. Andy, la chanson de Rita Mitsuko, ça m'y fait penser tout de suite, évidemment. Évidemment qu'il doit démissionner. Enfin, c'est invraisemblable, la façon dont ça se passe. Alors, le gars, il prend des positions. C'est un député qui doit être apprécié de ses électeurs. Il a été réélu au premier tour en 2024. Mais là, il y a un problème de crédibilité, de probité, parce que il a reconnu les faits. Il pouvait difficilement ne pas les reconnaître puisqu'il a été pris en flagrant délit, ce qui est assez fantastique. Mais le pire, c'est pas tellement lui. Il n'est pas le premier à qui ça arrive. Encore que, d'après ce que j'ai compris, le produit qu'il a acheté est, paraît-il, quelque chose qui est utile dans les chemsex. Paraît-il, hein, je n'ai pas beaucoup de compétences dans ce domaine. Et la moindre des choses, ce serait évidemment qu'il démissionne. Et là, tout le monde vient de soutenir. J'ai lu le tweet lunaire de Jean-Luc Mélenchon, le tweet maternel de Sandrine Rousseau. Reviens nous, je vais te câliner, hein, je vais te faire des poutous. Non, mais attendez, il doit démissionner. C'est absolument élémentaire. Alors, simplement, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Parce que je rappelle quand même, et Alexandre le sait, puisqu'on en parle souvent, que ça devient une habitude chez les parlementaires. Il y a l'affaire Pellerin, hein, qui consommait de la cocaïne et du hashish, il l'a reconnu. Il paraît qu'il proposait ça à son fils, ça c'est pas encore établi. Il y a eu un signalement qui a été fait au parquet. Le parquet a immédiatement prévenu la chancellerie, qui a immédiatement prévenu M. Pellerin en lui disant de se tenir tranquille, qui a classé sans suite l'enquête, l'enquête sans suite, sans entendre M. Pellerin. Et puis, il y a Joël Guerriot, le sénateur qui achète sa drogue au Sénat, paraît-il, c'est ce qu'il a expliqué, hein, et qu'il utilise, alors lui-même en consomme, et il l'a utilisé pour tenter de violer une députée. C'est l'accusation qui pèse sur lui. Eh ben, qu'est-ce que vous croyez ? Il est tranquillement assis à son siège de sénateur. Et que les grands donneurs de leçons de morale que sont les amis de Jean-Luc Mélenchon finalement procèdent de la même façon est absolument déplorable.
Oui, alors Joël Guerriau, il disait que c'était une erreur au début, parce que son chat était malade. Donc, Oui, c'est pas de sa faute. mais c'est exactement ce qu'a fait Cabrat. Son communiqué, c'est extraordinaire parce que le problème, dans son communiqué, ouin, il pleurniche et tout, c'est affreux, c'est horrible, j'ai une addiction, c'est épouvantable, d'accord, ok, très bien, hein, mais ce qui est grave, c'est pas que j'ai une addiction, c'est pas que je participe à un trafic de drogue en allant acheter à un mineur qui, lui, a été incarcéré, hein. Et bien C'est sûr, pas, ouais, ce qui est grave, forcément. c'est pas que je commette une infraction pénale parce que c'en est une, hein, il est poursuivi et il va faire une reconnaissance de culpabilité et il va être condamné. Et donc, il vient dire, ce qui est scandaleux, c'est que j'ai pas pu prévenir ma famille parce que la presse en a parlé avant. Elle en a parlé avant. Si j'ai bien compris, il a été pris en flagrant délit le jeudi. Je crois que Valeurs Exactement, ouais. Actuelles en a parlé Le le vendredi. lundi. Donc, le vendredi. Donc, il n'a pas eu le Ou temps peut-être, non, peut-être de que c'était que prévenir le sa lundi, oui. famille. Peut-être que Hein, c'était il que n'a le pas eu le lundi. temps de prévenir sa famille. Non, tout ça est absolument lamentable parce que finalement, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Pour nourrir le populisme, je vois difficile de faire mieux. Hein. Alexandre Langlois, est-ce que vous êtes d'accord avec Régis de Castelnau? Effectivement, parce que c'est toute la classe politique qui est pourrie. C'est que moi, je voulais revenir sur ce point parce qu'effectivement, il y a le député LFI qui, pour moi, devrait démissionner, mais il y a tous ces précédents qui auraient dû démissionner aussi et puis être là. Même on peut avoir des contrôles anti-drogue pour les contrôles routiers. J'aimerais bien que nos députés et sénateurs, avant d'aller voter, puissent faire un petit contrôle anti-drogue pour savoir s'ils sont vraiment lucides quand ils vont voter ou pas. Donc ça, c'est la question qu'il pose. Après, il y a tous les donneurs de leçons. Monsieur Retailleau en tête, qui faisait des belles photos avec Monsieur Joël Guerriau, parce qu'il était de son bord. Donc chacun, en fait, défend les drogués de son équipe. Voilà, si je veux dire. Mais Et c'est donne ça. des leçons Et aux drogués Retailleau des qui équipes. ensuite, là, assène les députés LFI de démissionner, bien sûr. Bien sûr, donc voilà, donc en fait, c'est des donneurs de leçons, mais que pour le camp de l'autre. En fait, on est sur du truc partisan qui n'a rien à voir avec l'intérêt général, qui n'a rien à voir avec le trafic de drogue. On est sur des règlements de compte politiques à odeur de cocaïne et de poudre et de tout ce qu'on veut. L'autre chose derrière aussi, c'est que il y a cette perméabilité, je veux dire, dans la Macronie avec la drogue. Je rappelle qu'il y avait un collaborateur de cabinet, une secrétaire de cabinet de la ministre Carole Grandjean, qui avait voulu dénoncer un de ses collègues qui se faisait livrer de la cocaïne au ministère. Donc voilà, ça c'est le syndicat de Vigie qui l'a rappelé. Résultat des courses, ce collègue quand même qui se faisait livrer de la cocaïne au ministère, c'était pas sérieux. Il a été muté au cabinet du directeur général de la police nationale. Voilà. Donc c'est pour vous dire un petit peu où on en est dans le lutte contre le trafic de drogue dans notre pays. On mute les gens qui pour pas faire de vagues. Voilà. Donc on a ce truc à géométrie variable, ce qui pose beaucoup de questions. L'autre chose aussi, c'est la perméabilité des fois entre la presse et les services de police. Et de ce que racontait, je sais plus quel endroit j'ai lu ça, mais un des journalistes qui a pu avoir l'information sur le député LFI, en fait, était le fils du responsable de directeur ou du directeur adjoint du renseignement à Paris. Donc, effectivement, les gens ne font plus de différence entre leur qualité de service public et leur qualité de parents et liens familiaux. Parce que je rappelle que tout policier, dans le cadre de ses fonctions, a un devoir de réserve et un devoir de communiquer les informations à ceux qui doivent les connaître. Mais Donc, il y a cette... excusez-moi, justement, c'est ce qu'il dit dans son communiqué. Il dit cela pose la question de la porosité entre les sources policières et les médias d'extrême droite. Pas que là, voilà. En fait, c'est là parce qu'il parle à son râtelier, mais je veux dire qu'en Libération ou l'Humanité à une info, ça revient au même, en fait. Donc chacun, en fait, plutôt que de se saisir d'un problème d'intérêt général, chacun plaide pour sa chapelle pour accuser le corps adverse. Entre guillemets. Donc, c'est pas comme ça qu'on va rassembler les Français. Et deuxièmement, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes parce que chacun va se dire, bah oui, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais en fait, on n'est plus sur le fond du problème, on est sur un règlement de compte politique. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on peut voir sur toutes les affaires précédentes, donc des députés Renaissance, des sénateurs LR, des gens qui sont dans les ministères, qui se font livrer de la drogue. La porosité entre donc on les mute dans un service de police derrière. Donc, ce qui veut dire quand même la réalité de la chose. Donc, en fait, c'est tout cet ensemble que personne ne saisit le problème. Donc, lui, il va aller se soigner. Donc, j'allais dire, tiens, bonne nouvelle. Pour une fois que l'action de la police permet à quelqu'un d'aller se faire soigner, il n'aurait pas été pris, il ne serait pas en train de se faire soigner aujourd'hui. Donc, des fois, il peut y avoir des actions salutaires. Donc, c'est pas mal. Donc, si on pouvait faire un petit dépistage à chaque séance Sénat, Assemblée nationale, peut-être que d'autres pourraient aller se faire soigner. Ouais. Voilà, donc des prises de conscience, ce serait vachement bien. Donc il y a plein de choses. Et après, l'autre petite chose, c'est une petite blague que j'ai vue. En fait, aussi, on reproche peut-être à ce député LFI d'aller se servir dans la rue alors qu'il y a un point de deal au Sénat.
qui n'est toujours pas démantelée. Donc, c'est un petit peu dommage. Et derrière tout ça, enfin, il y a M. Darmanin et M. Retailleau qui ont repris la suite, qui font des opérations place nette anti-drogue. Bon, M. Darmanin, c'était des opérations de communication, ce qu'on a pu voir qu'une fois, il avait annoncé l'opération en avance, tellement il était content, ce qui fait que c'était à Strasbourg. Les dealers, 24 heures après, n'étaient plus là, bien évidemment. Mais il n'y a pas eu d'opération place nette au Sénat et à l'Assemblée nationale, malgré toutes les affaires. Et M. Retailleau, je n'ai pas entendu en parler non plus. Donc, en fait, il y a tous ces problèmes où il n'y a plus de crédibilité. L'exemplarité doit venir d'en haut. En haut, nous avons juste un panier de gens corrompus et complètement dépravés et aucun pour attraper l'autre, juste pour dire regardez la poutre dans l'œil de mon voisin, enfin la paille dans l'œil de mon voisin, pardon, plutôt que de regarder la poutre dans la sienne. Donc, voilà, donc on est sur des règlements de compte politiques et c'est vraiment dommage pour quelque chose qui est réellement un problème, je veux dire, de santé publique, d'intérêt général, parce que ce qui est rappelé, effectivement, il y a des trafics, il y a plein de choses derrière. Et on va pouvoir aussi donc en discuter sur la suite du sujet. Je pense c'est avec les surveillants de prison qui... On va parler de ça, exactement. Donc, je te laisse faire la transition, mais en fait, voilà, on est toujours sur le même sujet où on devient de plus en plus un narco-État, en fait. Roxane, je voudrais ajouter quelque chose. Vas-y. On est en pleine affaire Pélico. C'est une affaire extraordinaire. On en parle dans toute la presse internationale. Et donc, il s'agit d'une femme qui a été droguée par son mari et qui l'a offerte à des violeurs. Bien, je trouve ça tout à fait logique que ce soit une affaire géante. Mais je rappelle qu'en ce qui concerne M. Guerriot, le reproche qui lui est fait, les présomptions, c'est qu'il a drogué une députée pour la violer. C'est-à-dire que ce qui lui est reproché, c'est une tentative de viol. Heureusement, elle s'en est rendue compte et puis elle a filé. Donc, ce qui lui est reproché, c'est une tentative de viol à la façon de l'affaire Pélico. Bien, eh bien, sur le plan judiciaire, il ne se passe rien. Nos amis les magistrats ne bougent pas. Il a été, je crois, mis en examen. Ça fait déjà un bon moment, presque un an, je crois. Il ne se passe strictement rien. Hein, et il vient se réinstaller au Sénat. Tentative de viol sous drogue. Mais enfin... Justement, c'est quoi cette République, quoi ? C'est quoi le message que ça envoie finalement, non seulement aux électeurs quand on a les différents membres de tous bords, hein, de l'élite politique qui sont pris la main dans le sac, mais là aussi tout particulièrement pour l'électorat de LFI, avec les ravages que peuvent faire le narcotrafic. Bon, le message envoyé est quand même pas terrible. Mais le message pour tous les bords politiques n'est pas terrible. Parce qu'on peut voir comme l'affaire Gaillot, comme c'est un républicain, M. Retailleau est très silencieux. Et puis l'affaire va pouvoir poursuivre son cours. Donc je veux dire, chacun plaide pour son camp. Je rappelle également que même le message, il y a des gens qui ont ressorti des extraits de livres sur la campagne d'Emmanuel Macron, où il disait la drogue circulait à flot dans les campagnes, pendant la campagne. Donc je veux dire, ça pose un problème d'une élite complètement déconnectée qui pense que pour pouvoir tenir, ils doivent se droguer, ils doivent déconnecter plutôt que de se dire, il y a un problème, peut-être qu'on travaille trop, peut-être qu'on doit répartir le travail, peut-être qu'on doit organiser notre vie. Non, ils préfèrent se pourrir la vie pour garder leur place et pouvoir apparaître. Donc le message, je veux dire, est dévastateur à la fois pour les électeurs de l'EFI, de LR, de Renaissance, de la Macronie. Donc il n'y a aucun pour attraper l'autre, en fait. On nous dit le trafic de drogue, c'est une priorité pour tous les gouvernements, pour tous les partis politiques, et on voit que tous les partis politiques sont vérolés par la drogue. Donc en fait, le message, c'est, je crois, malheureusement, débrouillez-vous par vous-même. Et donc, il y a la drogue en haut, comme on a pu le voir, mais aussi la drogue par le bas, on va dire, des trafiquants de drogue donc, qui tentent d'infiltrer les gardiens de prison en envoyant systématiquement des candidats au concours. C'est ce qu'a rappelé le journaliste Guillaume Darret sur le plateau de C'est dans l'air le 17 octobre dernier. Écoutez. C'est qu'ils connaissaient ce problème, mais ils sont stupéfaits par l'ampleur de ce qui s'est développé autour. C'est-à-dire qu'ils disent, c'est pas juste le trafic, c'est un système de corruption quasiment généralisé qui s'est mis en place. Y compris des agents. Dans les ports et des agents, effectivement. Et l'un des membres de son cabinet m'expliquait, par exemple, qu'ils ont des remontées de la part des services de renseignement qui les inquiètent beaucoup parce qu'ils voient que ces mafias, telles que se désignent elles-mêmes, par exemple, eh bien, candidatent massivement, envoient massivement des candidats, par exemple, sur les concours de gardiens de prison, pour infiltrer ensuite les centres pénitentiaires et avoir des personnes placées à l'intérieur des centres pénitentiaires, des personnes qui seront rentrées par le concours, tout à fait légalement parlant. Alors, est-ce que vous avez une réaction, Alexandre Langlois, peut-être pour commencer ? On paye le fait qu'on ne veut pas payer les agents de prison à leur juste prix. C'est-à-dire que le concours de gardien de prison, on est à 2 de moyenne pour recruter. Donc, c'est-à-dire que là, effectivement, tout le monde peut rentrer comme on veut. À 2 de moyenne
2 de moyenne, voilà, certains concours sont pris. Et c'est des concours Donc, qui fonctionnent, excusez-moi, mais qui il y fonctionnent a- sur un nombre de postes également, comme les concours de recrutement de l'enseignement. C'est un concours de recrutement. voilà, c'est ça exactement. Il y a un nombre de postes à Oui, pourvoir et d'accord. on prend à partir de temps. Et après, on peut descendre la moyenne s'il y a vraiment besoin parce qu'on n'a vraiment pas de candidats. Ce qui arrive aussi pour la police où ils étaient descendus à 5 de moyenne aussi parce que du coup, il y avait plus assez de gens à prendre. Donc, on prend les gens en fonction de ce qu'on a. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, à force de ne pas payer les gens, on attire n'importe qui. Donc, du coup, que ce soit aussi bien pour la police, parce que dans la police, il y a eu ça, des gens qui se présentent au concours pour passer les fichiers, donner des enquêtes, etc. C'est un peu plus difficile, 2 fois plus difficile que 5 de moyenne quand même. Ouais. De l'autre côté, 2 de moyenne, avec un métier que personne ne veut faire, sous-payé, etc. Donc, effectivement, qui est la porte ouverte à tout les possibilités de corruption, toutes les possibilités. Donc, les narcotrafiquants sont engouffrés dans la brèche en se disant on va y aller. Donc là, il n'y a rien d'étonnant. Et en plus, on a pu le voir. Quand Emmanuel Macron est venu faire son opération en communication place nette à Marseille, il y avait des gens en prison qui disaient on continue de gérer notre trafic depuis notre cellule de prison. On a pu voir il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, quelqu'un qui appelait de sa prison le plateau des grosses têtes ou de RTL, je ne sais plus. Donc en fait, chacun peut continuer son petit truc, chacun continue son petit business. Et finalement, est-ce que la prison règle quelque chose? Ça va régler de moins en moins les choses parce que du coup, maintenant, les gens peuvent continuer à gérer leurs affaires et finalement se faire un carnet d'adresses. C'est ce qu'on avait pu voir, moi, quand j'étais encore en service dans le renseignement, c'est qu'effectivement, certains disaient, oui, je vais faire quelques mois de prison, mais derrière, je vais reconnaître, je vais faire des contacts, je vais me servir de la prison pour faire du relationnel. Donc voilà, donc effectivement, les narcotrafiquants vont tout infiltrer et derrière, la prise de conscience de nos ministres sera zéro parce que est-ce qu'il y en a un qui va se dire, tiens, peut-être qu'il faudrait qu'on paye plus les agents de prison, qu'on pourra attirer des gens qui sont plus qualifiés ou alors avec plus de probité pour limiter la corruption. Je rappelle qu'ils sont capables de nous l'asséner à longueur de journée pour dire, il faut que les élus français soient bien payés pour éviter la corruption. Par contre, les agents des missions régaliennes, là, ça leur pose la difficulté de lâcher le moindre centime. Donc voilà, donc effectivement, on ne fait que payer la politique néolibérale. Et je raconte toujours l'anecdote, quand Emmanuel Macron est arrivé, il s'est dit, on va payer les gens par rapport à leur qualité de travail, parce que moi, je suis un néolibéral. Je me suis dit, tiens, il va augmenter les salaires dans la fonction publique, au moins dans les missions régaliennes. Non, le résultat était qu'il a été baissé le niveau des concours pour ne pas payer plus cher les gens. Donc voilà, donc aujourd'hui, on n'a que finalement le résultat de cette politique néolibérale qui engendre de la corruption, qui engendre du délitement. Et aujourd'hui, les narcotrafiquants ne sont pas plus bêtes que les autres et infiltrent leur personnel dans les missions régaliennes de l'État. Alors moi justement j'avais une question et après on va revenir vers vous Régis de Castelnau, mais je pense que vous l'avez déjà évoqué puisque moi j'avais demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça et pour vous l'augmentation des salaires est une solution donc. Si on veut recruter des gens de qualité, c'était la fonction à Singapour. Ils avaient dit, nous, on veut dans la fonction publique les meilleurs, donc on va mettre les meilleurs salaires dans la fonction publique pour que les gens se battent pour y aller. Et si jamais quelqu'un ne fait pas l'affaire, on le vire et il ne va pas vouloir être viré parce que justement, il a le meilleur salaire. Aujourd'hui, il y a plein de fonctionnaires malheureusement désabusés qui se disent on a le salaire, on a la sécurité de l'emploi, on est mal payé, on est déconsidéré à la fois par l'employeur qui est l'État, déconsidéré par la population parce qu'on n'a plus les moyens de faire notre travail, en roue libre en fait. Donc ça coûte une fortune, c'est du gaspillage d'argent, une inefficacité totale à la fois pour le service public qui doit être assuré et à la fois pour, l'estime des agents qui doivent assurer le service public. Donc effectivement, il y a un moment, il faut augmenter les salaires. On ne peut pas dire aux gens, vous allez avoir des missions soit difficiles et dangereuses et on va vous payer, comme un chien, j'allais dire, au bout d'un moment. On ne paye pas les gens. Et en plus, ce double discours où les élus se disent, nous, on s'augmente, on se paye des salaires incroyables pour lutter contre la corruption. Là, c'est exactement la même chose et on l'a vécu. Donc, l'acte derrière, c'est absolument rien n'est fait. C'est connu. Il y a des rapports et derrière, conclusion législative de nos élus ou même du ministre, M. Retailleau, ou du ministre de la Justice pour la pénitentiaire. Aucune réaction sur ces sujets, ce qui me semble catastrophique. Régis de Castelnau, est-ce que vous êtes d'accord? Je rejoins tout à fait ce que dit Alexandre. Vous savez, le néolibéralisme, il a une théorie de l'État. L'État est là d'abord pour assurer, soi-disant, une concurrence libre et non faussée, et pour nourrir l'oligarchie qui est dominante. Donc, y compris les grands services publics sont abandonnés, mais y compris les fonctions régaliennes. Ça n'est pas un sujet. Elle se paupérise, elle se dégrade, et on aboutit à des situations, mais qu'on voit dans tous les pays occidentaux, les États-Unis n'en parlons pas, on voit une situation où certaines des sociétés sont en train de se transformer en narco-État. Je prends l'exemple de la Hollande. La Hollande, c'est assez étonnant, elle a 2 grands ports qui sont des portes d'entrée sur l'Europe. Eh bien, ces ports sont totalement gangrenés et contrôlés par la mafia maghrébine.
qui maîtrisent le trafic de drogue. Et les autorités hollandaises ont parfaitement conscience de ce problème et ont arrêté de s'en préoccuper. Ça fait partie de leur mode de fonctionnement. Ce qui les intéresse, c'est d'envoyer leur ancien Premier ministre Mark Rutte à la tête de l'OTAN. Ça, oui, ça, ils vont exécuter les ordres de Washington, mais pour lutter contre ce qui gangrène leur pays, c'est terminé. J'aurais tendance à dire ils ont capitulé. Je ne sais même pas si c'est une capitulation, si c'est pas autre chose de plus grave encore. C'est-à-dire qu'il y a une connivence. C'est-à-dire que jusqu'au sommet, l'État est gangrené. Alors vous me faites ma transition à merveille puisque j'allais vous demander, vous poser une dernière question à ce sujet. On sait que la nature a horreur du vide. Est-ce qu'il faut craindre que justement cette contre-société, un petit peu de narco-banditisme, prenne de plus en plus de place face à la faiblesse de l'État ? Du coup, elle prend déjà de plus en plus de place, en fait, parce qu'il y a pas de problème. Il y a tellement, l'État n'est plus là, des fois, dans certains quartiers. Moi, je repense à ce que j'avais pu vivre. Il y a eu des émeutes dans une ville du 78, je ne sais plus laquelle, dans le nord des Yvelines, et ils avaient brûlé des choses culturelles, etc. Parce que les gens, en fait, là-bas, se disent, finalement, on a tellement plus confiance en l'État qu'on préfère protéger les dealers et les narcotrafiquants qui nous donnent un peu de choses, en fait, finalement, pour faire tourner la cité, pour nous protéger, entre guillemets. En fait, on est sur certains endroits où c'est la mafia sicilienne. En fait, on fait des échanges, on vous met dans le système, et puis contre votre tranquillité, voilà. Donc effectivement, ça va se passer comme ça. Dans d'autres endroits, à Marseille, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc avant, il y avait le grand banditisme marseillais qui a été remplacé et arrêté à juste titre et heureusement par l'efficacité des services de police. Mais derrière, ça a été remplacé par des réseaux de trafiquants ethniques. J'allais dire, chaque ethnie a son réseau de trafic et eux, ils se font la guerre pour prendre le territoire du voisin. Donc, ça fait des règlements de compte, ça fait ça. Donc, il peut y avoir tout, soit un silence complet, soit justement des règlements de compte. Mais dans tous les cas, l'État, en fait, n'a plus les moyens ou ne se donne plus les moyens, en tous les cas, de lutter contre ça. Parce que quand on fait des opérations place nette, c'est du cirque et de la propagande médiatique, mais le lendemain, ça commence. Oui. Je raconte toujours cette anecdote qui est marquante et poignante. Je suis désolé de me répéter. Mais une fois, il y avait une opération place nette. Les CRS étaient là, ils ont dit on reste pendant un mois, on va faire tomber le quartier. Un monsieur était venu voir un CRS en lui disant vous êtes là combien de temps ? Mais comment ça ? Parce que quand vous êtes là, on va se tenir tranquille, rassurez-vous. Mais vous faites quoi dans la vie ? Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous n'aurez pas de problème tant que vous serez là, rassurez-vous. On va prendre soin de vous. Donc voilà, donc à partir de là, je veux dire, c'est guignol, c'est du guignol. Donc voilà, et après, dans d'autres endroits où il y a eu place nette, où les gens s'énervent, mais qu'est-ce qui se passe ? Il peut y avoir à l'inverse des trafiquants qui sont moins souples et moins cool, qui vont se venger sur les services de police qui restent et qui attaquent un commissariat comme on a pu le voir. Donc en fait, il y a soit finalement, c'est les trafiquants qui mettent le curseur de comment l'État est engagé ou pas et s'ils veulent la paix sociale ou pas. S'ils veulent la guerre, c'est eux qui attaqueront le commissariat pour se venger. S'ils sont plutôt dans une mentalité, oh là là, tranquille, on attend que ça se passe et on continue comme avant. On contrôle dans les prisons, on contrôle partout, donc maintenant, il n'y a plus de problème. Quand les habitants veulent faire quelque chose, je rappelle cette dame à Marseille qui s'est fait déloger par des dealers, il n'y a plus. Il y a à Grenoble des quartiers qui sont sinistrés à cause des dealers. Donc, je veux dire, il y a le côté, en fait, c'est la fête. Donc maintenant, l'État a encore une chance de reprendre le dessus s'il veut s'en donner les moyens. Mais pour ça, il faut une impulsion politique. Et l'impulsion politique, ce n'est pas M. Retailleau, M. Darmanin ou n'importe qui fait les gros bras dans les médias pour sa propagande politique. C'est du travail de longue haleine, de terrain. Donc, ce n'est pas du terrain, c'est pas du travail politique qui va payer parce que ça va être long, ça va prendre du temps. Les ministres sont sur des sièges éjectables, ils ne savent pas combien de temps ils vont rester. Donc, ils veulent faire leur propagande pour leur propre carrière. Et du coup, ça ne peut pas marcher. Aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui sera sur le temps long, ça ne marchera pas. Et la même chose au niveau de l'administration police. On peut se dire, tiens, il y a deux castes. Maintenant, ils changent à chaque fois les directeurs et ils remettent des nouveaux. Chacun veut imposer sa marque. Donc, on est plutôt sur la guerre du sigle, plutôt que de changer le sigle, le nom de machin, plutôt que de se dire, on va lutter pour l'intérêt général. Donc, les gens sont abandonnés. Et à l'inverse, du coup, les gens vont se défendre au bout d'un moment. Mais on leur interdit de se défendre. On leur dit, si c'est vous qui vous défendez, c'est vous qui irez en prison. Oui. Parce que c'est quand même, faut laisser à l'État le monopole de la violence légitime. Sauf que l'État est démissionnaire. Donc, voilà où on en est. Et derrière, quand même, comme on était sur le néolibéral pour conclure sur la boucle, on a quand même cette volonté aussi de privatiser de plus en plus tout. Je rappelle qu'aux États-Unis, les prisons sont privatisées dans certains États. Donc, il faut faire du rendement de remplissage pour justifier l'investissement privé. Et il y a également cette volonté aussi de privatiser de plus en plus la sécurité, où il y aura des gens qui auront le droit de vivre en sécurité et d'autres non. Et Régis de Castelnau, vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, j'ajoute un petit quelque chose en revenant à Kerbrат. À Andy,
Oui. Dans le scandale, parce que c'est un scandale de sa non-démission, il y a deux aspects. Le premier aspect qui est le refus de la responsabilité. Plus personne ne démissionne, plus personne n'est responsable au sein du bloc élitaire, enfin institutionnellement. Mais il y a un deuxième aspect, c'est la complaisance d'une partie de, entre guillemets, la gauche vis-à-vis des drogues. C'est-à-dire qu'on sent un discours, j'ai vu ça sur les réseaux, j'ai vu ça sur les remarques, faut dépénaliser. Il y a une complaisance vis-à-vis du phénomène de la drogue, au nom de l'individualisme, au nom du progressisme, qui est très inquiétante. La drogue est à cause de leur électorat, non ? Oui et non, il y a de l'électoralisme, mais il y a aussi leur propre rapport à l'addiction. C'est pas grave, un petit joint de temps en temps, c'est pas méchant. Alors que il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est Hanouna, pour lequel j'ai pas beaucoup de considération, mais il a dit, écoutez, en allant acheter sa drogue, il participe, puis lui, il vit de fonds publics, le député, et ça c'est normal, puisqu'il a été élu. Il utilise cet argent qui était public avant qu'il tombe dans sa poche pour alimenter le trafic de drogue. Il a raison. Oui. Il a raison. Et je sens, on le voit bien à l'occasion de cette histoire, on sent bien cette complaisance vis-à-vis de la drogue, de la part d'une partie du spectre politique. Et ça, je trouve que c'est très inquiétant. La drogue est une grande question politique. Ça démoralise une société entière. Oui, évidemment, mais c'est aussi ce que j'essayais de dire quand je demandais si à deux échelles, il n'y avait pas de manière générale, avec le phénomène des politiques, quel que soit leur bord, qui prennent de la drogue, donc le message que ça renvoyait à l'ensemble des Français, et en parallèle, en particulier sur un autre plan, le message que pouvait renvoyer ce député LFI aussi à son électorat. Ça s'embrique l'un dans l'autre. Parce que cette complaisance, finalement, elle est quand même pas anodine. Deux choses. La complaisance, c'est même encore plus grave. Moi, je repense toujours aussi à un autre exemple d'une cité où des policiers avaient démantelé le trafic de drogue. On les avait félicités. C'était à ce moment-là la droite qui était au pouvoir. On leur avait dit bravo les gars, c'est très bien. Mais un mois après, ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'en fait, c'était la drogue qui faisait payer les loyers, qui faisait vivre la cité. Donc, on leur a dit la prochaine fois, vous faites juste du chiffre en faisant le petit gars qui achète son joint, mais vous ne démantelez plus le trafic. C'est trop dangereux pour l'économie. Et derrière, je rappelle que la drogue est comptée dans le PIB. Donc finalement, ce député LFI, comme tous nos sénateurs, travaillent pour augmenter le PIB. Ils sont forts quand même, ils aident à augmenter la note économique de la France. Donc c'est beau. Et derrière, il y a quelque chose aussi, c'est qu'il y a quelque chose où il y a une confusion aussi, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un discours sur la dépénalisation de certaines drogues ou pas. En attendant, la règle, c'est que c'est interdit. Donc on commence par pas se battre sur un fait divers, on se bat sur le fond. Et ce qui est malheureusement, c'est souvent détourné. Et la deuxième chose, après, il faut se donner les moyens de ce qui est possible ou pas. Je prends le cannabis. Le cannabis, il y a deux options. Soit on met tous les moyens sur la table et on se dit, on lutte réellement contre le trafic de drogue et on y va. Soit on se dit, on n'a pas les moyens et on le légalise pour le contrôler et pour que ça rentre dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, on a choisi l'option numéro 3 qui est, c'est pas contrôlé, ça rentre pas dans les caisses de l'État et pourtant, il y a un laisser-faire catastrophique. Donc en fait, c'est le choix le pire qu'il peut y avoir. Donc moi, je pense qu'il faut avoir un réel débat sur ce qui est la drogue ou pas. En attendant, appliquer les règles qui sont en vigueur et après se donner les moyens de la politique qu'on veut mettre en place plutôt que juste faire des beaux discours. Exactement, merci. Je vais rappeler, je termine avec ça, je vais rappeler le bilan annuel aux États-Unis, c'est 120 000 morts par an par overdose. C'est un bilan de guerre. En 4 ans, ça fait plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale pour les États-Unis. Donc, moi, je suis désolé, l'Occident est en train de partir à volo. Eh bien, oui, exactement. C'est vrai qu'il y a un vrai problème aussi de santé publique avec la drogue. Alors, est-ce qu'on enchaîne sur la police ou est-ce qu'on passe au sujet de Régis de Castelnau plutôt ? Allez, on va prendre un peu de Régis de Castelnau pour changer. Aymeric Caron, qui s'en prend à BHL, donc le député Aymeric Caron est rapporteur pour le budget de l'audiovisuel public. Il demande la démission de Bernard-Henri Lévy du conseil de surveillance d'Arte, qui occupe ce poste depuis 1993. Regardez. 31 années de présidence ininterrompue, 8 mandats. Alors ça interroge
Surtout qu'on ne sait déjà rien des critères de l'obtention du premier mandat. Ce qu'il faut surtout relever, c'est qu'à 2 reprises, en 2019 et 2024, les statuts du Conseil de surveillance d'Arte ont été modifiés pour permettre à Bernard-Henri Lévy de rester en fonction alors qu'il était atteint par la limite d'âge. Statut modifié, donc spécialement pour Bernard-Henri Lévy. Par ailleurs, à côté de ça, et c'est le plus grave, il apparaît qu'entre 2011 et 2022, 4 productions audiovisuelles et cinématographiques de Bernard-Henri Lévy, donc président du Conseil de surveillance d'Arte France, on l'a bien compris, ont bénéficié d'un appui financier d'Arte France. En tout, il y en a eu pour 750 000 euros. Lors de mes auditions, j'ai évidemment interrogé la direction d'Arte France sur ce conflit d'intérêts manifeste. Dans un état de droit, il est inadmissible qu'une personne présidant le conseil de surveillance d'une entreprise puisse bénéficier du soutien financier répété de cette même entreprise pour produire ses œuvres et pour les diffuser. Ouais, donc 750 000 euros investis dans les films de Bernard-Henri Lévy qui ont ensuite été diffusés sur la chaîne et puis en plus pour des gros flops, hein, on va pas se mentir. Régis de Castelnau. Comme d'habitude. Bien, donc Aymeric Caron, qui a fait du bon travail à cette occasion, parle effectivement de conflit d'intérêts. Il est président du conseil de surveillance, notre ami Bernard-Henri Lévy. Par conséquent, il a une casquette publique. Arte est chargé d'une mission de service public, donc les dirigeants d'Arte sont chargés d'une mission de service public. Et qu'est-ce qui se passe? Il a également, vis-à-vis d'Arte, une casquette privée, c'est-à-dire qu'il fait financer par Arte et diffuser après des productions, des films de lui-même, hein, qu'il produit, enfin je ne connais pas les détails. Donc ça, c'est pas seulement un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est pas un concept juridique opératoire. Mais ce dont je parle là, c'est une prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire une infraction pénale très grave. Parce que la prise illégale d'intérêt, c'est l'interdiction de mélanger casquette publique et casquette privée. Vous ne pouvez pas avoir la surveillance et l'administration d'une affaire à titre public et y avoir des intérêts à titre privé. Et c'est sévèrement sanctionné. C'est sévèrement sanctionné. Donc, on se retrouve dans une situation où il y a un monsieur qui est président du conseil de surveillance. Le texte du code pénal, il dit surveillance et administration. Ben, s'il n'a pas cette responsabilité, qu'est-ce qu'il a? Bon. Ensuite, il y a des intérêts privés, je viens de le dire. Donc, cette situation qui se perdure depuis 1993 est constitutive du délit de prise illégale d'intérêt. Surtout que... Il n'est pas... Oui, allez-y. Excusez-moi, surtout que ce que disait Aymeric Caron, c'est que visiblement, il a modifié quand même les statuts en plus pour rester à la tête de ces... je crois que c'est 8 mandats d'affilée, il disait 7 mandats, je ne sais plus, mais bon, il y a eu une modification de statut en plus. Oui, mais la modification des statuts, il n'a pas pu la faire tout seul. Il a fallu que l'Assemblée générale des actionnaires d'Arte France le fasse. Donc, mais là, maintenant, une fois de plus, qu'attend le parquet? Qu'attend le PNF pour poursuivre la prise illégale d'intérêt? Vous avez des petits maires pour des mélanges de casquettes comme ça qui portent sur le club de sport, hein, et pour 3 francs 6 sous, qui sont poursuivis et condamnés, déclarés inéligibles. Il y en a tous les jours. Hein. Là, en revanche, on a un scandale d'État contre un personnage qui est un personnage qui pourrit la vie politique depuis 30 ans. Et là, naturellement, personne ne bouge. Il est l'ami de Macron, il est l'ami de Hollande, il est l'ami de Sarkozy. C'est lui qui décide des expéditions militaires en Libye, par exemple, entre autres. Hein. Bien, et il est intouchable. Là, Aymeric Caron a identifié, moi j'ignorais l'histoire des productions qui ont été financées par Arte, mais immédiatement, j'ai réagi. Alors, pour la petite histoire, argument d'autorité, Roxane, j'ai enseigné cette matière à Paris 2, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet et j'ai fait pas mal de dossiers. Donc, quand je dis ça, je veux dire, je pars de mon lieu d'énonciation, qui est une compétence d'expertise. Oui, il y a prise illégale d'intérêt. Et
il est tout à fait anormal que la justice, et en particulier le parquet, ne se soit pas saisi de cette affaire. Il y a également autre chose qui me surprend, mais dès qu'ils peuvent, les parlementaires, ils font des signalements au parquet, ils font des signalements. Il y a Retailleau, enfin, les ministres aussi, qui a fait un signalement sur Zineb El Razoui. Immédiatement, il y a une enquête qui a été ouverte, etc. Hein, mais là, qu'est-ce qu'ils attendent, les députés? Pourquoi est-ce que monsieur Bernard-Henri Lévy est à ce point intouchable? Bon, je pose la question, je n'ai pas la réponse. C'est une bonne question. Alexandre Langlois, qu'est-ce que vous en pensez? Que Bernard-Henri Lévy, en plus, cette affaire, en fait, là, s'est remontée enfin à l'Assemblée nationale, mais il y avait Blast en 2022, enfin 2022, c'est ça, ou 2023, qui avait déjà fait un article en disant que nous avons, ça fera plaisir à nos amis Tintin, ils avaient employé le mot Tintin. Bernard-Henri Lévy est un Tintin qui se promène dans les différents pays en guerre pour se mettre en scène et faire des films documentaires que personne ne regarde. Donc voilà, et résultat des courses, effectivement, il y a cette chose, en fait. Derrière, il y a l'audience qu'il a qui est en dessous, ce qui a été le constat, c'est-à-dire que les films coûtent cher par rapport à une audience qui est en dessous de la moyenne des audiences de la chaîne. D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois qu'il y avait eu 208 entrées le jour de la sortie du film de BHL Slava Ukraini. Donc, en plus de ça, qui était totalement partial, hein, et qui faisait suite à Pourquoi l'Ukraine de juin 2022, également totalement partial, quoi. Bon, mais je vous laisse continuer, excusez-moi. Non, mais c'était Blas, il prenait l'exemple de ce dernier film, justement. C'était l'exemple qu'il prenait à l'époque. Donc, en fait, en disant ce problème de double casquette, de conflit d'intérêts, que c'est aussi la chaîne Arte, c'est le comité où siège Bernard-Henri Lévy qui nomme le directeur de la chaîne. Et après, ils avaient rajouté quelque chose en plus. Pourquoi M. Bernard-Henri Lévy bénéficie de subventions publiques? Parce qu'en plus, il y avait à l'époque Bernard Drahi, qui avait sa fondation, qui avait également financé le film sur l'Ukraine. Donc, en fait, c'est pas la personne qui est plus dans l'embêtement. Et après, il avait aussi Bernard-Henri Lévy a aussi siégé aussi au niveau du CNC, donc le Centre national de cinématographie, pour aussi qui donne des subventions aux films, etc. Et avoir eu certains échos aussi de personnes qui ont voulu présenter des films là-bas. Et ils faisaient des échanges. Ils disaient, moi, je veux bien subventionner votre film, mais il va falloir que ma femme soit actrice dans votre film. Donc, il y avait aussi ces petits chantages qui passaient sur sa deuxième casquette. Voilà. Le réalisateur que j'avais rencontré avait dit, ça va pas être possible, c'est mon film, je choisis qui je veux. Bon, bien évidemment, il n'a pas eu de subvention parce que finalement, de façon indépendante et complètement impartiale, Bernard-Henri Lévy avait pesé en disant que ce n'était pas un film à subventionner. Donc, effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. La question, c'est pourquoi il est intouchable. Donc, j'espère que là, ça va aboutir parce que l'Assemblée nationale s'en saisit. Encore faut-il que l'Assemblée nationale arrive à se mettre d'accord parce que c'est LFI qui l'a proposé, donc on ne va pas voter avec LFI. Enfin, je veux dire, les petites tambouilles politiciennes, ce serait bien que l'intérêt général prenne le pas. Et c'est sur ça où je suis plus pessimiste. Non, mais et puis c'est très grave. L'importance, pardon Roxane, l'importance de ce qu'a dit Alexandre concernant le CNC, c'est pas des subventions, c'est ce qu'on appelle les avances sur recettes. C'est-à-dire que vous venez présenter votre projet et s'il est agréé, on va vous donner de l'argent qui ensuite sera remboursé par la fréquentation. Et donc, c'est un pouvoir très important parce que s'il n'y a pas d'avance sur recette, très souvent, les films ne sont pas produits. Il n'y a pas un producteur qui va venir prendre ce risque. Donc, c'est un système, l'exception culturelle à la française. Le problème, c'est que c'est un pouvoir extraordinaire dont dispose le CNC et celui qui a la haute main là-dessus, c'est Bernard-Henri Lévy, effectivement, qui met des contreparties. Et la plupart des films, c'est un des gros problèmes. La plupart des films financés par les avances sur recettes font des flops de plus en plus, et moyennant quoi, le CNC ne rentre jamais dans ses fonds. Et puis tout ça, c'est financé par des subventions. Subventions, ça veut dire impôt aussi. Et quand on demande aux Français de se serrer la ceinture, eh bien derrière, on va aller allouer des milliers d'euros pour financer la propagande de Bernard-Henri Lévy. Allez, on va finir, on va attaquer notre autre sujet. Le 14 octobre, Richie Thibault, attaché parlementaire de la députée LFI Ercilla Soudet, a comparé les policiers à des enfants de Pétain sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur, donc Bruno Retailleau, a déposé plainte lundi pour injure publique contre une administration publique. L'assistant veut de son côté le poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Alexandre Langlois, je vous donne la parole en premier. Oui, parce qu'une fois de plus, on est en train de monter une polémique sur quelque chose qui aurait pu être géré avec sérieux, voilà, et avec de la pédagogie.
et en plus sans encombrer les services de l'État. Mais M. Retailleau a voulu montrer les risques, a directement déposé plainte, très bien. Bon, à savoir derrière, donc il y a plusieurs choses. Est-ce que la police nationale a été créée sous Vichy? Oui. Donc derrière, la question peut se poser. Je veux dire, est-ce qu'un juge ira dans ce sens-là ou pas? Je ne sais pas. Là, je me retournerai vers Régis pour savoir si la qualification par rapport à l'histoire, on peut avoir, comme des fois on dit, c'est les enfants d'eux, en parlant d'une image. Voilà. La deuxième chose derrière, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que on n'a pas rappelé que finalement, la police nationale est une institution. Et en fait, c'est en fonction du régime qui la dirige, ça ne fait pas les mêmes effets. Effectivement, sous Pétain, la police nationale, ce n'était pas terrible. Sous les régimes républicains qu'on suivit, c'était déjà mieux. Donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et aujourd'hui, quand on voit ce que fait Emmanuel Macron de la police, moi, c'est de ce niveau-là que je m'inquiéterais plutôt. Donc, en fait, pour moi, les deux, que ce soit à savoir l'assistant parlementaire et à savoir également M. Retailleau, se sont trompés de niveau de débat, en fait. Ils auraient pu justement rebondir pour monter le niveau du débat. Aucun des deux ne l'a fait, ce qui est bien dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un État macronien qui est de plus en plus autoritaire, qui a de plus en plus de dérives fascistes. Donc, ce qui pose des questions sur l'utilisation de la police derrière. Et du coup, cette admiration aussi également d'Emmanuel Macron pour le maréchal Pétain. Ça aussi, ça n'a pas été relayé. Je veux dire, il a dit, voilà, c'est pour ce qu'il a fait pendant la Première Guerre mondiale. Mais en fait, on s'en fiche. Le maréchal Pétain a été jugé, condamné à indignité nationale, il y a la peine de mort commue à l'époque par le général de Gaulle, mais jugé. Donc, en fait, on ne peut pas revenir sur un jugement qui a été fait, même si on s'appelle Emmanuel Macron. Donc, il y a tout ce contexte qui aurait pu être mis en avant. Et à la place, chacun est en train de monter sur ses grands chevaux en disant on va faire des procédures judiciaires sur des tribunaux qui sont déjà asphyxiés pour quelque chose finalement qui n'intéresse personne. Voilà, donc au final, une occasion manquée pour les deux. Et la gravité de la situation, c'est le détournement des missions de police qu'on a pu voir aussi bien au moment des Gilets jaunes. Je rappelle que l'assistant parlementaire était une figure des Gilets jaunes, donc a vécu tout ce qui a pu être répression policière à l'époque. D'ailleurs, il avait été interpellé lors du salon de l'agriculture pour avoir dit à propos du président de la République, donc l'éborgneur Emmanuel Macron, n'oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui a fait tomber la tête des monarques. Et ça lui avait valu d'être interpellé. Et... Ce qui était beaucoup plus juste, parce que quand on dit Emmanuel Macron qui est l'éborgneur, ça me semble plus juste que le policier qui, effectivement, va faire le dernier maillon de la chaîne, mais derrière, qui c'est qui a mis les LBD dans les mains des policiers? C'est Emmanuel Macron. C'est qui a donné les ordres de tirer? C'est toujours les ordres politiques via la préfecture de police. Donc là, ça me semblait un niveau plus juste de débat. Et l'autre chose derrière aussi, ce qu'on a pu voir aussi, c'est pendant la crise sanitaire qui a été gérée de façon très autoritaire en France, avec délation et tout ce qu'on veut, et contrôle de police dans tous les sens. Donc, du coup, avec cette question qui ne se pose pas, qu'est-ce qu'on fait de la police? Et on est sur une polémique plutôt que sur quelque chose qui nécessite justement un débat de fond qui a été occulté. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce sujet. Oui, bien sûr. Une occasion manquée de parler du fond, parce qu'au final, les policiers ne sont pas des enfants de Pétain, je veux dire, à part si on voit une image par rapport au statut de la police. Mais par contre, le gouvernement peut s'en servir pour en faire des enfants de Pétain. Mais alors justement, c'est Europe 1 qui avait révélé, qui a dénoncé donc ce collaborateur, en tout cas qui a révélé qu'il avait déjà deux fiches, qu'il était fiché dans deux fichiers. Et lui a rétorqué, rien d'étonnant dans le fait d'être fiché par un régime en cours de fascisation. Pour nombre de militants, la fiche S est une véritable fiche de salubrité antifasciste. Alors, deux choses, déjà ça relance ce que vous disiez, la question de... Et on en a déjà parlé plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être fiché? Et alors par contre, deuxième chose, je suis pas certaine qu'il y ait que les antifascistes justement qui soient fichés. Une fois de plus, chacun voit le petit bout de sa lorgnette pour faire du militantisme pour sa paroisse, mais effectivement, non. Il y a à la fois des militants dits d'extrême gauche, des militants dits d'extrême droite qui sont fichés. Et en fait, je rappelle que depuis Emmanuel Macron, on peut être fiché pour ses opinions politiques, religieuses, syndicales, son orientation sexuelle. Donc, on n'a pas vu ça depuis, Vichy. Donc, pareil. Donc, il y a des faits, des éléments, mais c'est pas que les militants d'un parti politique, c'est tous les partis et toutes les personnes qui pourraient contredire la parole divine de notre président, peuvent se retrouver fichés. Donc aujourd'hui, la fiche S, une fois de plus, quand ça se retrouve dans la presse, je dis c'est contre-productif parce que si les gens sont surveillés, on ne doit pas l'ébruiter. Donc ça se retrouve dans la presse, c'est bien que c'est une utilisation politique de la chose, parce que je rappelle que quand une fiche S est regardée, les services de police peuvent regarder qui l'a consultée. Donc derrière, ça veut dire que si elle est donnée à la presse, on peut retrouver qui l'a donnée à la presse à très peu de choses près. Les fiches presse, donc ça veut dire que derrière, c'est une volonté politique de l'ébruiter et que donc on n'est plus du tout dans la surveillance pour prévenir des délits et des crimes qui peuvent être commis contre l'intérêt général et pour la protection des Français, mais dans des règlements de compte politiques derrière. On dit il est fiché S.
Donc voilà, et comme tu l'as bien dit, Roxane, effectivement, les fichiers S, c'est pas réservé aux gens d'extrême gauche, c'est réservé à tous les gens qui n'aiment pas Emmanuel Macron ou qui combattent ses idées en tous les cas. Donc ce qui fait que ça fait beaucoup de monde. On Et s'étonne pas derrière, on d'avoir dit, des gros fichiers après. il est fiché S, donc on va faire ça. Et en fait, non, aujourd'hui, c'est une mesure administrative et quelqu'un qui est fiché S n'a absolument rien fait. C'est parce que comme il n'a rien fait, ou en tout cas n'aurait pas les preuves qu'il a fait, on le soupçonne. Et mettre les fiches S en avant, ça veut dire qu'on remplace le fait de faits réels par le soupçon. Et quand on commence à soupçonner les gens et à commencer à accuser les gens et à condamner les gens sur du soupçon, là, on est encore un peu plus loin dans la dérive autoritaire et fasciste du régime. Régis de Castelnau, est-ce que vous avez Alors, quelque chose à ajouter? c'est du Retailleau tout pur, c'est débile. Enfin, voyons. Alors, Retailleau, il aime bien montrer ses muscles. Il diffuse des photos où il est avec un énorme chien policier. Alors, petite blague sur ça, Régis, c'était peut-être un électeur LR qui avait voté à l'époque, hein, le chien. On ne sait pas. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est que bon, c'est de la polémique politique avec ce jeune-là. Je l'ai déjà vu. Il était intervenu à un débat parce que Édouard Philippe avait été invité à la fête de l'IMA. Il était monté pour dire, mais écoutez, c'est les borgneurs de Gilets jaunes. Et il avait entièrement raison. Bon, si on peut plus dire une chose pareille, vous êtes un facho, la police, enfant de Pétain, ah oui, enfant de Pétain, enfant de putain, c'est de la polémique normale. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour la censure, là, immédiatement? Alors, est-ce que ça ira loin? Oui, mais est-ce que ça... Oui, d'accord, mais là, au bout d'un moment, je vois ce qui se passe là avec le fameux DSA européen sur la censure. C'est grave ce qui est en train de se passer partout. L'offensive lancée par l'Union européenne contre Elon Musk, c'est grave à cause de X. Hein. Bon, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, Monsieur Retailleau aurait été bien inspiré de laisser passer. Qui a écouté ce gars, les enfants de Pétain? Alors, oui, la police nationale a été créée sous cette forme. Elle était bien antérieure à Pétain, c'est exact. Mais enfin, je vais rappeler que le camarade de ce jeune-là, de l'OGU, quand on lui a parlé de Pétain, il dit « Oh, je ne sais pas qui c'est, je crois qu'il était, il était antisémite ou un truc comme ça. » Non, qui était raciste. Je crois qu'il était raciste. Oui, je crois qu'il était raciste, voilà. Donc, non, mais je trouve ça ridicule. Et je pense que ça, au plan judiciaire, on peut tout craindre, mais j'espère que la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris va renvoyer M. Retailleau dans ses buts. J'ajoute, Roxane, au début, vous avez dit, ah oui, mais le Ritchie en question, je ne me rappelle plus de son nom de famille. Ritchie Thibault. Ritchie Thibault, voilà. Il a dit qu'il allait déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire au plan judiciaire. La procédure de dénonciation calomnieuse est quelque chose de compliqué qui n'aboutit quasiment jamais. Et brandir ça, il faut attendre que la première affaire se soit conclue par une relaxe le concernant, la procédure de Retailleau dans 2 ans. Parce que c'est le temps que ça va prendre, et ensuite que M. Ritchie Thibault prouve que Retailleau savait, quand il a déposé sa plainte, savait qu'il avait tort. Bon, d'accord, eh bien, écoute, là aussi c'est de l'agitation de l'autre côté cette fois-ci. C'est lui qui est l'objet de cette plainte. Il se défend en disant « je vais déposer plainte pour dénonciation calomnieuse ». J'espère que les magistrats ne vont pas se passer trop de temps sur ces pantalonnades. Espérons. Et juste Allez-y, c'était juste pour dire aussi, il y avait quelque chose qui m'amuse beaucoup dans la fonction publique. J'ai siégé au conseil de recours de la fonction publique et je repense à un professeur qui avait été pris dans une affaire et il avait été sanctionné par son administration en lui disant parce que comme vous avez fait quelque chose, donc la presse s'était saisie de son affaire et c'est à cause de vous qu'il y a eu ça a terni l'image de notre institution à cause de vos agissements. La personne n'avait rien fait, elle avait dénoncé des faits, mais on lui a dit que si vous ne les aviez pas dénoncés, tout ça ne se serait pas su.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que M. Retailleau utilise la même méthode. En fait, s'il n'avait pas fait tout cet étalage, personne n'aurait écouté ce petit tweet et ce n'aurait pas fait de choses. Et finalement, la publicité qui a été donnée et la mauvaise image amplifiée a été donnée par le ministre. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on reproche à un agent de mettre en lumière un problème, il se fait sanctionner. Est-ce que ce sera pareil pour le ministre? J'ai pas l'impression. Mais la prochaine fois, des fois, il faut mieux juste se taire pour éviter d'augmenter la publicité, même si ça peut servir ses intérêts personnels de carrière. Exactement. Et vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette chronique, comme d'habitude, très intéressante. Ça fait plaisir de vous recevoir. On se retrouve la semaine prochaine avec Clémence Oudiakova, cette fois, qui animera à nouveau l'émission.